Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le ciel était gris, comme si la nature elle-même pleurait la perte d'une étoile trop tôt éteinte. Un vent froid, presque irréel, balayait le cimetière privé des Carter à Long Island, faisant frémir les feuilles tombées des vieux érables qui bordaient l'allée pavée. On aurait dit que le temps s'était arrêté. Le silence, pesant comme une chape de plomb, n'était rompu que par le craquement discret des pas sur le gravier et le bourdonnement lointain d'un hélicoptère de presse survolant la propriété. Emily Carter, brillante avocate de 27 ans, promise à un avenir radieux, reposait dans un cercueil d'un blanc nacré, orné de roses blanches et de lys. Elle était la fierté de son père, le très respecté juge fédéral Richard Carter, et le seul enfant de Catherine, son épouse. Son meurtre, une semaine plus tôt, avait choqué tout le pays. Les médias parlaient d'un « braquage tragique », mais certains murmuraient qu'il y avait des zones d'ombre, des détails qui ne collaient pas. L'élite de la côte était venue rendre hommage. Des sénateurs, des procureurs généraux, des PDG, des figures de Wall Street, des membres influents du barreau, tous portaient des lunettes noires et des visages fermés, masquant leurs véritables pensées sous une apparente compassion. Des discours avaient été prononcés. De longues phrases sur « la justice », « l'avenir fauché » et « l'héritage d'Emily ». Mais au fond, chacun pensait à son propre reflet, à l'image que laisserait sa présence ici. Catherine Carter, en tailleur noir Chanel, s'agrippait nerveusement au bras de son mari. Son visage figé semblait sculpté dans le marbre. Aucun mot ne sortait de ses lèvres, seulement des battements de paupières rapides, comme si elle luttait pour retenir un cri primal. Richard, droit comme une statue, ne laissait rien paraître. Ses yeux d'acier fixaient l'horizon, impassibles. Le cercueil descendait lentement, accompagné du murmure solennel du prêtre et des sanglots étouffés de quelques proches. Des cloches au loin sonnèrent l'heure. Et c'est alors que l'air sembla se figer. Un homme apparut au bout de l'allée. Sale. Méconnaissable. Son manteau, usé jusqu'à la trame, était trempé par la bruine. Ses bottes laissaient des traces boueuses sur le sol impeccable. Il avançait à pas ferme, comme si rien ne pouvait l'arrêter, pas même les gardes de sécurité qui hésitaient, déroutés par son audace. Mais, qui est cet homme ? Murmura une femme élégante, Clutch Hermès serrée contre elle. Les chuchotements se propagèrent comme un feu de forêt. On recula légèrement sur son passage. Certains portèrent la main à leur téléphone, d'autres firent un pas en arrière, instinctivement. L'homme s'arrêta devant la fosse, à quelques mètres du cercueil. Son visage était marqué par la fatigue, la colère, et une étrange lumière dans le regard, celle de ceux qui n'ont plus rien à perdre. Il leva les yeux vers Richard Carter. Et sa voix, grave et rauque, fendit l'air glacial. Le meurtrier est ici. Un frisson glacial traversa l'assemblée. On aurait pu entendre une épingle tomber. Richard ne bougea pas, mais ses mâchoires se crispèrent. Catherine chancela. « Qu'avez-vous dit ?» lança un sénateur, indigné. Mais l'homme répéta, plus fort, les yeux dans ceux du juge. « Le meurtrier est ici. » Il s'appelait Noah Walker. Un nom effacé par le vent et l'indifférence. Ancien technicien en cybersécurité pour une firme fédérale sous contrat, il avait eu une vie stable, un avenir tracé. Mais un jour, tout s'était effondré. Un licenciement brutal, une séparation douloureuse, une dépression ignorée, et, peu à peu, la rue avait avalé ce qu'il restait de lui. Un fantôme parmi les vivants. Et pourtant, ce jour-là, il n'était pas venu mendier. Il était venu briser le silence. « J'ai vu ce qui s'est passé, la nuit où votre fille est morte », déclara-t-il d'une voix grave, empreinte de fatigue et d'une détermination glaciale. Un murmure de choc traversa l'assistance. Les agents de sécurité s'approchèrent rapidement, mains sur leurs oreillettes, prêts à le faire taire. Mais Richard Carter, encore figé par la surprise, leva calmement la main. « Laissez-le parler. » Tous les yeux se tournèrent vers lui. Une tension sourde s'installa. Les gardes s'arrêtèrent net. Richard Carter fixait Noah avec une expression indéchiffrable. Catherine, elle, tremblait. Noah inspira profondément,
sortit lentement un vieux téléphone dont l'écran était fissuré en étoiles. Il le tenait comme une relique sacrée. Ce soir-là, je dormais sous le pont près de Westside Park. Je n'ai pas tout compris, mais j'ai vu. J'ai entendu les cris. Et j'ai fait ce que je pouvais. Il déverrouilla l'appareil, parcourut la galerie, puis appuya sur « Lecture ». Sur l'écran, la vidéo était tremblante, mal cadrée, et filmée de loin. Une nuit sombre. Un parking presque désert. Mais les voix étaient là, étouffées mais audibles. Une dispute. Un ton féminin, ferme, chargé d'émotion, Émilie. Un ton masculin, plus froid, coupant, un homme. On distinguait des silhouettes. Puis soudain, un geste rapide, presque instinctif. Un éclat métallique. Une détonation. Émilie s'effondra, comme une poupée qu'on aurait brisée. Dans la seconde qui suivit, l'homme recula, paniqué, regarda autour de lui, et une lumière passa sur son visage. Fugace, mais suffisante. Suffisante pour graver ses traits dans la mémoire de quiconque connaissait ce visage. Le silence dans le cimetière était devenu irréel. Noah mit la vidéo en pause. Il releva lentement les yeux vers le juge Carter. C'est David Monroe. Une onde de stupeur parcourut les rangs. Des murmures. Des suffocations. Des regards incrédules. David Monroe? Le procureur adjoint du comté. L'étoile montante du ministère public. Le protégé de Richard Carter. Son ami de 30 ans. Celui qu'il appelait son « frère d'armes » depuis l'université de Columbia. Celui qui avait accompagné Emily lors de ses débuts en droit. Celui qui avait prononcé un discours poignant, quelques minutes plus tôt, sur le courage et la justice. Une femme s'évanouit. Un juge recula de 2 pas. Des téléphones furent sortis discrètement. Les journalistes présents à distance captèrent déjà l'agitation. Une rumeur naissante naquit dans les hautes branches du pouvoir. Richard Carter, les yeux rivés sur l'écran du téléphone fissuré, restait figé comme une statue de pierre. Il ne clignait plus des yeux. Chaque seconde de la vidéo semblait le frapper en plein cœur. Les images tremblantes étaient peut-être de mauvaise qualité, mais elles hurlaient une vérité brutale. Emily. Sa fille. Son sang. Discutant violemment dans un parking désert. Et en face d'elle. Monroe. David Monroe. Il avait encore partagé un repas avec lui dans leur salon 6 semaines auparavant. Il se souvenait de leurs éclats de rire, de cette complicité fraternelle. Il se souvenait aussi de la fierté qu'il ressentait en voyant Emily suivre les traces de David, qu'elle admirait tant. Il l'avait même appelée sa deuxième fille. Et maintenant, il voyait ce même homme lever le bras. Un éclair. Une détonation. Emily tombait. Et Monroe fuyait. Ce n'est pas possible, murmura-t-il, sans même s'en rendre compte. Noah, toujours tremblant, mais porté par un souffle de vérité irrépressible, continua. J'étais assis dans l'ombre d'un porche cette nuit-là. Je vous jure. Je dormais là, je ne cherchais rien. Mais je les ai vus. J'ai entendu sa voix. Je l'ai reconnue. Il était furieux. Elle disait, « Tu crois que je vais me taire ?» À cet instant précis, Richard sentit quelque chose se déchirer en lui. Son cœur, son esprit, ses certitudes. Tout s'effondra comme un château de cartes. Cette phrase. Emily l'avait dite. 2 jours avant sa mort. Il s'en souvenait maintenant, comme un coup de tonnerre qui résonnait trop tard. Elle l'avait regardé avec des yeux fatigués et révoltés et avait murmuré. « Tu crois que je vais me taire ?» Mais lui, il n'avait pas écouté. Un léger mouvement attira l'attention de tous. Monroe. L'homme, pâle, suant, les yeux fuyants, fit un pas en arrière. Puis un autre. Il balbutia. C'est un montage. Un piège. Cet homme est un clochard, un malade. Il ment. Il se retourna, prêt à fuir, mais 2 hommes s'étaient déjà placés derrière lui, des agents de sécurité du tribunal fédéral, anciens marines, impassibles. D'un geste sec, ils le maîtrisèrent, lui passant des menottes sous les regards incrédules de l'élite rassemblée.
Monroe tenta de se débattre, en hurlant. J'ai servi ce pays. J'ai mis des criminels en prison. C'est une erreur. J'ai des amis ici, ils vont me protéger. Mais personne ne bougea. Le silence retomba sur le cimetière. Un silence épais. Terrible. Comme si tous réalisaient soudain qu'ils étaient les témoins d'un basculement historique. Richard Carter ferma les yeux. Puis, d'une voix blanche, sans détour, il dit. Appelle le FBI. Maintenant. Noah fut escorté par la police, non pas comme un suspect, mais comme un témoin d'exception. Les agents, conscients de la portée de ces révélations, traitèrent l'homme avec un respect inhabituel pour quelqu'un que le monde avait, jusqu'ici, ignoré. Il fut conduit au poste central de Manhattan, puis transféré en protection temporaire sous la garde du Bureau fédéral d'investigation. Le vieux téléphone au verre fissuré, jusqu'alors son seul bien de valeur, fut remis entre les mains d'experts en cybercriminalité. Chaque image, chaque seconde de la vidéo, chaque signal GPS fut analysé, recoupé, validé. Le témoignage de Noah, à la fois précis et émouvant, établit un fil narratif cohérent. Il n'avait rien oublié, l'heure, les cris, la phrase d'Emily, le bruit du coup de feu, l'homme qui fuyait. Il avait tout enregistré. Dans sa mémoire. Et dans ce petit appareil devenu, en quelques heures, une pièce à conviction d'une valeur inestimable. Quelques jours plus tard, l'enquête prit un tournant décisif. Sur la base des déclarations de Noah, les enquêteurs retournèrent dans l'appartement d'Emily. Derrière une bibliothèque, soigneusement dissimulée dans une fausse cloison, ils retrouvèrent un disque dur externe, protégé par un mot de passe complexe. Ce mot de passe n'était autre que le nom de son père, suivi de sa date de naissance. Un détail bouleversant. À l'intérieur du disque dur, un monde de preuves. Emily avait mené une enquête méthodique. Elle avait recoupé des virements suspects, identifié des sociétés écrans, rassemblé des enregistrements audio de conversations privées, des documents internes du ministère de la Justice, des notes manuscrites sur des juges compromis, des fichiers directement liés à David Monroe. Son mentor. Son assassin. Elle avait aussi enregistré plusieurs messages vidéo, dans lesquels elle exposait calmement ses conclusions. L'un d'eux commençait par ces mots. Si vous regardez ceci, c'est que je n'ai pas pu aller jusqu'au bout. Mais la vérité est là. Ne la laissez pas mourir avec moi. La nouvelle fit l'effet d'un tremblement de terre à travers le pays. David Monroe fut inculpé pour meurtre avec préméditation, obstruction à la justice, détournement de fonds publics, corruption aggravée, conspiration criminelle, homicide volontaire sur agent fédéral, puisqu'Emily travaillait sur un dossier d'État. La chute fut brutale. Monroe perdit en quelques heures tout ce qu'il avait mis des décennies à bâtir, sa réputation, ses alliances politiques, ses appuis judiciaires. Il fut arrêté, cette fois officiellement, menotté et présenté devant une cour fédérale. Son visage fit la une des journaux pendant des semaines, mais plus comme un symbole de réussite, non, comme celui d'un traître, d'un prédateur, d'un homme de pouvoir rongé par la soif de domination. Richard Carter, quant à lui, traversa des jours de silence et de honte. Mais il ne resta pas figé. Une semaine après l'ouverture de l'enquête, il prit la parole lors d'une conférence de presse nationale. Les caméras braquées sur lui, il portait le deuil de sa fille, mais aussi le poids d'une faute morale profonde. Sa voix était rauque, mais claire. Je suis juge fédéral depuis 32 ans. J'ai vu des criminels, des innocents, des victimes, des bourreaux. Mais je n'ai jamais imaginé que le mal puisse s'inviter dans mon propre foyer, sous la forme d'un homme que j'appelais mon ami. Il s'arrêta, regarda les journalistes droit dans les yeux. Et je dois vous avouer ceci, la vérité ne m'a pas été révélée par un procureur, ni un enquêteur, ni un collègue juge. Non. Elle m'a été apportée par un homme sans adresse. Un homme qu'on aurait à peine regardé s'il mendiait à l'angle d'une rue. Un homme que nous avons ignoré, méprisé, jugé à son apparence. Puis il ajouta, la voix brisée. Il a révélé la vérité. Il a sauvé l'honneur de ma fille, là où le système avait failli. Noah Walker, lui, ne cherchait pas la lumière. Lorsqu'on lui proposa des plateaux télé, des interviews exclusives,
des récompenses financières, il refusa tout. Il déclara simplement, en présence d'un journaliste local. « Je ne veux pas qu'on fasse de moi un héros. Je ne suis qu'un homme brisé qui a écouté une fille en détresse. Elle m'a vu, cette nuit-là, alors que tout le monde me considérait comme un fantôme. Elle m'a dit, vous avez le droit d'exister, vous aussi. » Il s'interrompit, essuya ses larmes. « Alors je demande juste une chose, qu'on se souvienne qu'un sans-abri n'est pas un fantôme. Qu'on m'écoute, comme j'ai écouté Émilie cette nuit-là. » La nation fut bouleversée. Un mois plus tard, une loi fut votée en urgence, The Carter Protection Act, visant à renforcer les droits des lanceurs d'alerte et à offrir un accès élargi aux plateformes de signalement pour les personnes en situation de précarité. Noah Walker, sans le vouloir, avait lancé une révolution éthique. Et dans un petit parc de Brooklyn, sur un banc, une plaque fut installée. À la mémoire d'Emily Carter, et à l'écoute courageuse de Noah Walker. La vérité ne connaît ni costume, ni cravate. Seulement des cœurs qui osent parler. Un an plus tard, fidèle à la promesse qu'il s'était faite au lendemain de la révélation, Richard Carter inaugura une fondation nationale pour la défense et la protection des sans-abri témoins de crimes. Elle fut nommée « Voix dans l'ombre », un hommage à ceux que la société ne voit pas, mais qui, parfois, détiennent les vérités les plus cruciales. L'ouverture du centre principal à Washington DC fut sobre, mais chargée de solennité. Sur le mur d'entrée, une grande plaque de marbre noir poli fut dévoilée devant une foule silencieuse composée de journalistes, d'anciens collègues d'Emily, de survivants et de militants. En mémoire d'Emily Carter. Elle a vu l'injustice et s'est battue pour la vérité. Et en honneur à Noah Walker. L'homme que personne n'a vu. Mais qui a vu la vérité. Lorsque le tissu fut retiré, Richard Carter baissa la tête, les mains jointes, incapable de parler pendant de longues secondes. Ce n'était plus le magnate froid et distant d'autrefois, mais un père endeuillé devenu combattant pour une cause qu'il n'aurait jamais soupçonnée avant le drame. Dans la foule, un homme se tenait à l'écart. Il portait un costume simple, taillé sur mesure mais sans prétention. Il avait les cheveux fraîchement coupés, la barbe proprement taillée. Son allure modeste contrastait avec l'élégance des invités. C'était Noah Walker. Lorsqu'il s'approcha enfin, un murmure parcourut la foule. Certains reconnurent son visage grâce à des reportages, mais peu l'avaient vu en personne. Richard Carter le vit arriver. Leurs regards se croisèrent. Et dans ce bref échange silencieux, tout fut dit. Deux hommes. Deux mondes. L'un riche, puissant, autrefois aveugle aux ombres qui entouraient sa propre maison. L'autre invisible, exclu, survivant dans les marges, mais porteur d'une lumière inespérée. Richard tendit la main. Noah hésita une seconde, puis la serra. « Je vous dois plus que vous ne pouvez l'imaginer », murmura Richard. « Grâce à vous, ma fille n'a pas disparu pour rien. » Noah répondit simplement. « Elle m'a écouté, monsieur Carter. Une seule fois. Et ça m'a sauvé. Alors j'ai fait ce qu'elle aurait voulu que je fasse. » Un silence respectueux s'installa, presque sacré. Les flashs crépitèrent, mais Noah détourna les yeux. Il refusa encore une fois les interviews. Il ne voulait pas devenir un symbole. Seulement un homme entendu. Derrière la plaque, un arbre fut planté. Un magnolia blanc. Le préféré d'Emily. Chaque année, à la date anniversaire de la fondation, des bougies seraient déposées à son pied. Et pendant que les gens s'éloignaient, Noah resta un moment seul devant le mur, posant doucement sa main sur la pierre noire. Il savait que la rue lui appartenait encore. Que sa vie n'était pas facile. Mais il avait trouvé quelque chose que beaucoup cherchent toute une vie sans jamais le rencontrer. La dignité. Et, peut-être plus important encore, la vérité.